bonjour à tous. Bon, je fais un peu concurrence avec le food truck et la pause de déjeuner, mais je vous promets que ça va valoir, ça peut vous intéresser. Donc voilà, et puis je vais commencer, peut-être ça va venir voilà, d'autres personnes qui seraient intéressées par le sujet. Euh, que je suis ravi d'être ici. Merci aux organisateurs en tout cas pour cette invitation. Pour la présentation, donc, je suis Anthony Cély, je travaille à l'ADEME en Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. J'interviens sur le sujet de la décarbonation de l'industrie et notamment sur la montée en compétences et la structuration des démarches de décarbonation des industriels à travers le programme Pacte Industrie que je vais vous présenter. Et donc mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de la décarbonation de l'industrie. Alors pour commencer, juste un petit rappel peut-être sur l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui est un opérateur de l'État sous tutelle de plusieurs ministères qui ont en charge la transition énergétique, la transition écologique, également l'enseignement supérieur. L'ADEME intervient donc sur plusieurs sujets, hein. Vous avez la liste des sujets du changement climatique, de l'énergie, de la production durable, de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Et elle a plusieurs grandes missions. Donc une mission d'accompagnement et de formation. Donc l'idée, c'est de pouvoir mobiliser les acteurs autour des sujets de la transition écologique et énergétique. Une mission de production d'expertise pour aider à la prise de décision. Plusieurs rapports qui existent aussi sur des sujets, hein, par exemple des rapports sur la récupération de chaleur dans l'industrie, son potentiel, pour pouvoir un petit peu inciter et pousser à l'action. Un rôle également de financement, puisque l'ADEME gère des fonds qui peuvent justement permettre d'accélérer certains projets de décarbonation. Vous connaissez peut-être le fonds chaleur, le fonds économie circulaire, le fonds décarbonation de l'industrie également, qui permettent d'accélérer cette transition. Et puis une mission aussi de prospective, c'est-à-dire de réfléchir à quoi va ressembler la société de demain dans un monde bas carbone. Vous connaissez peut-être les scénarios transition 2050, de réflexion justement à quoi ressemblerait notre société et comment y arriver avec quatre grands scénarios qui peuvent aider justement à la prise de décision. Attendez. Et un des sujets qui est géré par l'ADEME, donc c'est ce sujet de la décarbonation de l'industrie. Donc pour commencer, peut-être juste un petit rappel sur l'état des lieux, hein. L'industrie aujourd'hui, elle a un poids économique qui est important en France, c'est à peu près 14% du PIB français. C'est à peu près 3 millions d'emplois directs, et c'est au total 7 millions si on compte les emplois directs et indirects en France. Ça représente 260 000 entreprises, hein, à l'échelle du territoire, donc c'est pas négligeable. Et puis en termes de consommation d'énergie, c'est aussi un gros consommateur, puisque 20% de la consommation d'énergie finale, eh bien, elle est destinée à l'industrie. C'est une consommation d'énergie. On va retrouver pas mal d'électricité. Alors, je vois qu'on ne voit pas du tout la partie électricité qui est juste ici. Mais il y a quand même 70% qui provient d'énergie fossile et notamment de gaz naturel. Et donc, cette consommation d'énergie, elle va être associée à des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est tout l'enjeu et tout le défi de la décarbonation de l'industrie, c'est de réduire au maximum ces émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Aujourd'hui, donc, l'industrie représente 18% des émissions de gaz à effet de serre du territoire français. On a une très forte concentration au niveau de secteurs comme les aciéries, les cimenteries, les papeteries également, qui consomment beaucoup d'énergie ou qui, par leurs procédés, vont aussi émettre des gaz à effet de serre, hein. Ça représente à peu près 240 sites à l'échelle de la France. C'est à peu près 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. C'est pour dire à quel point c'est assez concentré. Le reste, c'est plutôt pour l'industrie diffuse, on y reviendra. Et puis, on a un effort de décarbonation aujourd'hui qui est assez important. C'est-à-dire que le secteur industriel, c'est celui c'est le plus décarboné en France depuis 1990. Ça a participé à 62% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de la France sur cette période. Pourquoi ? Alors on pourrait penser tout de suite que c'est la délocalisation, mais pas nécessairement en fait. Les 2 tiers de cette réduction, elles sont liées à la réglementation, notamment sur les émissions de protoxyde d'azote qui peuvent être utilisées dans certaines industries, par exemple pour la production de nylon ou de certains engrais. On va avoir également un rôle important du passage au gaz naturel. Pour la production de chaleur, on passe de sources d'origine pétrolière à plutôt des sources de gaz naturel.
et puis aussi de l'investissement en fait dans un appareil de production qui est plus efficace en termes de consommation d'énergie, plus performant. Donc ça, c'est un rôle qui est assez important également dans cette décarbonation. Et le tiers restant, c'est la désindustrialisation. Alors, ce n'est pas nécessairement la délocalisation, puisque la délocalisation, en fait, certes, ça fait baisser les émissions directes, mais en fait, on les retrouve dans les émissions indirectes, les émissions qu'on va importer, des produits qu'on va consommer, qu'on va acheter, nous, en France. C'est vraiment la désindustrialisation, la fermeture des usines qui provoque ce reste. Et on voit qu'à partir de 2010, et puis globalement sur la partie dioxyde de carbone, on stagne. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui à agir. Et cet enjeu, cette priorité, donc c'est une priorité politique qui découle des accords de Paris, que vous connaissez, limiter le réchauffement global à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, à la neutralité carbone qui est voulue dans le cadre du pacte vert européen. Et puis en France, pour chaque secteur de l'économie, on a la stratégie nationale bas carbone qui va donner des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs de l'économie. Et donc pour l'industrie, on a ces objectifs de moins 81% en 2050 par rapport à 2015. Ces objectifs sont en train d'être revus dans le troisième volet de la stratégie nationale bas carbone, qui est en consultation jusqu'au 16 décembre. Donc si jamais ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à voir. Et puis on peut retrouver ça aussi dans la planification régionale. Par exemple, le SRADET, le schéma régional sur l'aménagement de la région Bourgogne-Franche-Comté, vise une réduction de 91% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015. Donc c'est assez important. On a aussi une volonté politique qui s'exprime dans des politiques d'investissement. On va avoir les territoires d'industrie pour la réindustrialisation. La loi Industrie verte également pour la réindustrialisation du territoire, en prenant en compte les aspects de transition écologique, de transition bas carbone, promouvoir une industrie qui va permettre de faciliter le passage à une société bas carbone. Et puis on a France 2030, un plan d'investissement massif où on a plusieurs milliards d'euros qui sont dédiés à la décarbonation de l'industrie, à travers des grands appels à projets que vous connaissez peut-être sous le nom de Décarbone Plus, qui sont des très gros appels à projets. Et puis c'est aussi un enjeu économique pour l'industrie. Alors là, on a un schéma un peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire que pour un certain nombre d'entreprises, la consommation d'énergie, c'est un vrai enjeu sur la facture, et c'est un vrai enjeu sur la maîtrise des coûts de revient de l'industrie. Et on a des situations, par exemple, la guerre en Ukraine, où certaines entreprises industrielles ont vu leur facture multipliée par 3, voire 7, sur leur consommation de gaz. Et c'est des choses auxquelles on va être de plus en plus exposé à mesure qu'on avance. Donc il y a un vrai enjeu de contrôle de ces coûts. La décarbonation, c'est aussi une priorité de plus en plus pour les entreprises. Donc, par exemple, au moment où on avait la nouvelle Commission européenne, on avait des débats, des incertitudes sur l'application du pacte vert européen. On a des entreprises qui se sont mobilisées pour justement appuyer la mise en œuvre de ce pacte vert. On a aussi des grands donneurs d'ordre qui commencent aussi à vouloir accompagner leurs fournisseurs, leur chaîne de valeur sur la voie de la décarbonation. Ici, vous avez l'exemple de Carrefour qui s'est associé à l'ADEME justement pour accompagner à la construction d'une stratégie bas carbone avec ses fournisseurs. Donc on a vraiment un mouvement qui se crée. Et l'enjeu, aujourd'hui, ça va être de mobiliser l'ensemble des acteurs industriels. Et je reviens tout à l'heure, je vous disais que 2 tiers des émissions, elles sont liées à 240 sites. Le tiers qui reste est lié à peu près, vous faites 260 000 entreprises, moins 240. Ça va représenter à des secteurs qui sont extrêmement variés. Vous avez des exemples de secteurs ici par rapport à la consommation d'énergie finale. C'est cette industrie plutôt diffuse, c'est plutôt des PME, des TPE à 90%. Elle va concentrer la majorité des emplois industriels. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi ces acteurs. Et aujourd'hui, la transition bas carbone pour les acteurs industriels plutôt diffus, elle est peu réglementaire. On a des réglementations qui apparaissent. La directive efficacité énergétique qui a été mise à jour, qui en fait crée un nouveau... En fait, au lieu de se baser sur des critères d'effectifs ou de taille d'entreprise pour réaliser des audits réglementaires, va se baser sur des critères de consommation d'énergie. Donc en fait, on va pouvoir toucher, avec cette réglementation, des PME vont être contraintes de réaliser des audits énergétiques réglementaires tous les 4 ans. Et puis on a la directive sur le reporting de durabilité des entreprises, donc une directive qui est la CSRD, qui concerne plutôt pour l'instant les grandes entreprises et les PME cotées, qui a quand même comme vision de
mettre en place un reporting extra-financier, on va avoir la mesure de l'impact de l'activité de l'entreprise sur le climat, l'adaptation de l'entreprise face aux risques physiques qui sont associés au changement climatique, et puis aussi la double matérialité, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce que les impacts quels sont les impacts de mon activité sur l'entreprise, sur l'environnement, et quels sont les impacts du changement climatique sur mon activité en termes financiers, et comment est-ce que j'anticipe ces risques, quel plan d'action je veux mettre en place. Et donc, par ricochet, les grandes entreprises qui vont être soumises à ces obligations vont forcément faire appel à leurs fournisseurs, à leur chaîne de valeur également, pour s'engager dans des démarches un peu assez similaires. Parce que globalement, vous le savez peut-être, mais nous sommes tous le scope 3 de quelqu'un d'autre. Les entreprises peuvent agir sur leur levier énergétique, mais elles ont besoin d'action, en tout cas, sur les leviers de leur chaîne de valeur amont et la partie aval des produits qu'elles vendent. Et du coup, je disais que la transition bas carbone aujourd'hui est plutôt volontaire que réglementaire. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'opportunités à la transition bas carbone. Alors, j'ai surligné quelques exemples assez intéressants, importants. On a parlé de la maîtrise de sa facture énergétique. On parle peu de la souveraineté et de la résilience, mais si par exemple on repose sur des sources d'énergie qui sont non délocalisables, qui existent déjà, par exemple la chaleur fatale, la géothermie, le solaire thermique ou photovoltaïque, eh bien on évite, on est moins affecté par des chocs qui affecteraient l'approvisionnement de ressources comme le gaz, le pétrole, qui sont des ressources importées aujourd'hui. On gagne en attractivité au niveau de l'entreprise, au niveau aussi des jeunes talents pour qui la transition écologique peut faire du sens aussi, pour recruter aussi dans l'industrie. Et puis, on bénéficie de financements aussi bien publics, parce que les institutions financières regardent de plus en plus que les entreprises mettent en place des stratégies cohérentes de décarbonation, et puis aussi des capacités de financement, puisque les investisseurs privés sont de plus en plus obligés par la réglementation à également regarder que les actifs dans lesquels ils vont placer des financements soient alloués à des stratégies de décarbonation, soient alloués en fait à un développement vers un monde un peu plus durable, décarboné. Vous connaissez peut-être la taxonomie verte. C'est le croisement entre les réglementations qui régissent la finance et les entreprises qui font que y a cette nouvelle, pression sur la capacité de financement des entreprises. Et aujourd'hui, c'est important d'agir parce qu'il existe des subventions, on va y revenir, et que ces subventions, elles vont disparaître à partir du moment où tout ça va devenir réglementaire. À partir du moment où on a de la réglementation, on ne va pas pouvoir aider financièrement. Et vous le savez peut-être avec l'actualité, mais certains budgets pour le développement de la décarbonation de l'industrie ou d'autres sujets de la transition écologique sont sous tension, sont assez demandés par tous les acteurs, que ce soit les collectivités et les entreprises. Alors je vous ai parlé un petit peu de la décarbonation de l'industrie. Donc maintenant, l'idée c'est de rentrer un peu plus dans le détail, sans aller trop dans le détail, mais sur comment est-ce qu'on décarbone son industrie. Alors, on peut avoir une réflexion un peu logique sur des leviers qui sont à activer, des leviers qui nécessitent pas forcément beaucoup d'investissement, mais qui ont un gain qui est assez important, des actions plus complexes qui nécessitent encore des innovations, de la recherche et du développement. Donc le premier volet, c'est la sobriété énergétique matière. Donc on s'appuie sur des changements de comportement, c'est-à-dire par exemple réguler son système de chauffage, arrêter certains équipements quand on n'en a pas besoin. Alors il y a des biais parfois cognitifs qui empêchent de pouvoir avancer là-dessus, mais c'est des actions qui permettent en tout cas de réduire assez significativement la consommation d'énergie. On a aussi l'efficacité énergétique, donc investir dans des équipements qui permettent de maintenir une certaine performance énergétique à isoproduction, consommer moins d'énergie. On a également après donc plutôt de la réflexion sur la substitution. Donc la substitution, ça peut être par des énergies de récupération. Donc pensez toujours aux énergies qui sont non délocalisables et déjà existantes, telles que la chaleur. Il y a beaucoup de chaleur qui se perd en industrie, dans les procédés, qui peut être récupérée et valorisée sur d'autres parties du process, vers d'autres industriels, ça c'est important.
Il y a des sources d'énergie qui, elles, sont non délocalisables, mais qui sont à créer, la géothermie, le solaire thermique, par exemple, qui permettent de répondre à des besoins plutôt de basse température, mais voilà, qui permettent de gagner en souveraineté, en tout cas, et de consommer moins de gaz. Et puis après, voilà, on a la biomasse également, où cette fois, c'est un peu plus compliqué, ça va dépendre de l'approvisionnement, des tensions sur la ressource, qui sont à prendre en compte. On a aussi des leviers comme l'électrification des procédés, qui peut être utile. Sur la matière, réfléchir aussi à d'autres intents matières qui peuvent exister, hein, qui peuvent justement permettre de produire voilà, les mêmes produits. Et puis le dernier levier, c'est plutôt les puits de carbone, enfin la capture de carbone et son utilisation. Alors là, on ne rentre pas forcément dans le détail, mais c'est quelque chose qui demande de l'innovation, qui demande de la création de nouveaux business models. C'est quelque chose qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore nécessairement au stade du déploiement. Et puis, on a des leviers donc, énergétiques et matières. On a d'autres leviers auxquels il faut penser, hein. Donc ici, vous avez une autre vision en fait, de comment est-ce qu'on peut présenter les leviers par rapport au bilan carbone d'une entreprise. Donc, vous avez les catégories d'émissions que vous connaissez peut-être sous le nom de scope. Il y avait 3 scopes et en fait maintenant voilà, vous avez 6 catégories d'émissions. Donc la catégorie 1 et 2 correspondaient au scope 1 et 2 respectivement et le scope 3 a été divisé en 4 catégories sur le transport, sur l'achat et la vente, et puis une catégorie un peu plus générale. Et donc sur les leviers complémentaires, il y a des choses à faire aussi au niveau de l'évolution du modèle d'affaires, réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place une économie plutôt servicielle et non basée sur la production de volume, plutôt volumique. Comment est-ce qu'on peut embarquer aussi ses fournisseurs sur des plans de décarbonation. Comment est-ce qu'on agit aussi auprès de ses clients sur la gestion de la fin de vie de ses produits, sur la réparation, le réemploi. Donc c'est des choses pour lesquelles il existe, voilà, il y a des outils, l'ADEME met à disposition des outils et qui peuvent être saisis par les industriels. Alors par contre, avant d'activer tous ces leviers, il faut savoir un petit peu où on en est. C'est-à-dire qu'il faut un peu structurer sa démarche de décarbonation. Et pour ça, on peut voir un petit peu la décarbonation d'une entreprise comme une sorte de démarche itérative. Donc on va commencer par un état des lieux. Donc par exemple sur le sujet énergie, on peut faire une visite énergie avec la CCI. On peut faire un audit énergétique pour mesurer un peu plus précisément sa consommation d'énergie sur son site. À partir de cet état des lieux, on va pouvoir réfléchir à quelles pistes d'action on pourrait mettre en place, donc structurer sa démarche, vouloir optimiser sa performance énergétique, et on va pouvoir ensuite mettre des actions, donc se lancer soit directement dans l'action s'il n'y a pas d'investissement, soit dans des études de faisabilité ou de l'investissement sur certaines actions. Et sur ce parcours, donc il est itératif parce que là je vous ai parlé d'énergie, mais vous pouvez faire la même chose sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous allez commencer par un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, vous allez structurer une stratégie bas carbone, et puis vous allez avoir un plan d'action qui va pouvoir être déroulé ensuite. Et sur l'ensemble de ce parcours, vous avez des aides qui sont associées. Vous avez des dispositifs auprès de la CCI, auprès de BPI France, auprès de l'ADEME, auprès de la région. Notamment, ce qui est important, c'est que pour s'y retrouver un petit peu dans ces démarches, quand vous êtes une entreprise industrielle et vous ne savez pas forcément où vous en êtes, ce qu'il faut que vous fassiez, par où commencer, il existe des outils et il existe aussi des acteurs qui peuvent vous accompagner, notamment donc, le RT2E. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, il existe un réseau de la transition écologique et économique. C'est un réseau qui est animé par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME, qui va regrouper aussi d'autres acteurs, donc la CCI régionale, la CMA régionale, BPI France, l'agence économique régionale. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des conseillers à l'échelle départementale pour accompagner les entreprises sur plein de sujets, la transition écologique, la transition énergétique, l'eau, l'adaptation au changement climatique, et de pouvoir un peu avoir cette offre de proximité pour les entreprises. Et donc vous avez toute l'offre qui est disponible, en tout cas sur le site du RT2E, mais c'est important de pouvoir les mobiliser parce qu'on travaille tous en lien et ça permet en fait de faire avancer les choses assez rapidement, notamment après s'il y a des projets d'investissement. Alors je vous reparlais du RT2E qui intervient bien sur l'état des lieux
aussi les parties de faisabilité et d'investissement. On travaille beaucoup avec l'Agence économique régionale sur des sujets d'énergie renouvelable et de récupération pour accompagner les entreprises justement dans ces démarches, sur des démarches d'éco-conception également. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux voilà, si vous avez des besoins. Et puis aujourd'hui, je vais vous proposer de passer un peu plus de temps sur cette partie, la formation, la structuration de la démarche et la certification et l'évaluation. C'est quelque chose pour lequel aujourd'hui il n'y avait pas forcément de solution finançable complètement. Et aujourd'hui, il existe donc ce programme Pacte Industrie qui permet de financer la montée en compétences et la structuration des démarches de décarbonation de l'industrie. Alors, le programme Pacte Industrie, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie à hauteur de 49 millions d'euros et qui dure 3 ans, donc il s'arrête en 2026. Donc c'est important de savoir que ce budget est stable, qu'il existe jusqu'en 2026. Il n'y a pas de débat aujourd'hui sur ce budget. Il est porté par l'ADEME et l'Association technique énergie-environnement et il s'adresse aux entreprises industrielles pour les accompagner à monter en compétences et à structurer leur démarche de décarbonation telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc on va avoir des solutions sur 3 grands axes de la décarbonation. Le management de l'énergie, c'est-à-dire comment est-ce que j'améliore la performance énergétique de mon site, comment est-ce que je mets en place un système de management de l'énergie sur mon site, comment est-ce que je fais évoluer mon mix énergétique pour consommer moins d'énergie fossile. La stratégie, réfléchir à comment est-ce que je construis une stratégie de décarbonation et surtout comment est-ce que le changement climatique, la transition écologique vont affecter mon activité en tant qu'entreprise. Et puis le financement, c'est-à-dire quel levier est-ce que l'entreprise peut activer pour financer sa décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des aides qui sont multiples et il y a aussi des solutions de financement privé qui peuvent aussi permettre de soulager les entreprises d'un certain nombre de sujets. Donc je vous propose peut-être de rentrer dans les solutions un petit peu par grande démarche. Donc une première démarche, c'est de construire un système de management de l'énergie. Donc ça peut être des problématiques autour de monter en compétence sur le sujet de l'efficacité énergétique, par exemple, sur le sujet du comptage de l'énergie en industrie, de se mettre, d'anticiper les réglementations, notamment sur les audits énergétiques réglementaires ou les systèmes de management de l'énergie. Et pour ça, il y a des solutions, donc ProRéféi, ProSMEN et la communauté des référents énergie. On va rentrer un peu dans le détail. Donc ProRéféi, que vous connaissez peut-être, qui est une formation qui est portée par l'association Technique Énergie Environnement. L'idée, c'est de former un référent énergie sur les sites. On part aujourd'hui du constat que les personnes qui sont en charge de l'énergie sur les sites industriels, elles ont plusieurs casquettes. Pas forcément techniques d'ailleurs. Ça peut être des casquettes QHSE, ça peut être des casquettes maintenance, ça peut être des casquettes production. Et elles passent à peu près 15% de leur temps sur les sujets énergie, dans les PME, en tout cas. Et l'idée de la formation, c'est de vraiment optimiser ce temps qui est passé sur la question d'énergie à travers une formation qui se veut vraiment très pratique. Alors, il y a une partie théorique dans le premier module. Donc, la formation elle se passe en 3 temps. Un temps de e-learning sur l'efficacité énergétique dans l'industrie, qui dure à peu près 6 heures, qui est assez complet, qui est assez bien fait. Vous êtes dans la position d'un consultant énergie dans l'entreprise et vous devez apporter des solutions d'efficacité énergétique sur le site. Un stage de 2 jours où on va comprendre les bases d'un système de management de l'énergie, d'un plan de comptage. C'est une formation en synchrone, donc vous êtes avec d'autres personnes qui vont être formées en tout cas à la formation. Et puis le module 3 qui est très important, c'est le coaching individuel, c'est-à-dire que la personne qui va être formée va pouvoir mettre en place une action liée au management de l'énergie ou l'efficacité énergétique sur le site. Ça peut être mettre en place un plan de comptage sur son site, optimiser son plan de comptage, sensibiliser ses collaborateurs sur les sujets d'énergie, comment est-ce que on évite d'oublier d'éteindre par exemple certains équipements alors qu'ils pourraient être arrêtés, des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Et cette personne va être accompagnée par un consultant à hauteur de 2,5 jours par mois sur 6 mois maximum. Donc c'est quand même un accompagnement qui n'est pas négligeable, qui est inclus dans cette formation. Il y a aussi des formations complémentaires sur la partie achat d'énergie, les énergies renouvelables et également le plan de mesurage pour approfondir de façon un peu plus spécifique sans avoir à faire toute la formation sur ces sujets, si jamais ça peut intéresser. L'autre solution, donc, c'est la prime ProSMEN,
que vous connaissez aussi peut-être, qui existe depuis un certain nombre d'années. L'idée ici, c'est de récompenser des entreprises qui vont mettre en place un système de management de l'énergie et qui vont vouloir le certifier ISO 50001. Donc, la certification ISO 50001 permet d'avoir une garantie indépendante qu'on est sur un système de management de l'énergie qui soit bien fait. Ce système de management de l'énergie, il permet vraiment d'avoir une vision très précise, très fine de sa consommation énergétique sur le site pour identifier les équipements qui sont le plus consommateurs, les utilities qui sont les plus utilisés. Ça permet également de ne pas avoir à réaliser des audits énergétiques réglementaires puisque les sites qui sont ISO 50001 ont déjà une vision un peu plus précise une vision très précise en tout cas de leur consommation énergétique. Et cette prime, donc, elle est égale à 20% des factures énergétiques du site qui va la mettre en œuvre. Et ça va jusqu'à 40 000 euros. Et 40 000 euros, c'est assez significatif parce que ça peut permettre de couvrir en tout cas les coûts de mise en place de la certification. Et enfin, la troisième solution, c'est la communauté des référents énergie décarbonation, qui est gérée aussi par l'association technique énergie-environnement. L'idée de cette communauté, c'est de rassembler les référents énergie et de pouvoir échanger sur de la veille, par exemple, sur les sujets énergétiques et de décarbonation de l'industrie. De pouvoir aussi profiter de retours d'expérience. Donc il y a des clubs qui sont animés au niveau national et au niveau régional. Ces clubs, c'est vraiment des lieux d'échange assez privilégiés où les entreprises échangent très ouvertement sur leurs sujets énergétiques et ça permet de vraiment faire émerger des bonnes idées pour certains, de partager des bonnes idées. C'est des moments aussi parfois un peu conviviaux qui permettent de créer du lien éventuellement avec des référents et de pouvoir s'appuyer sur d'autres pour avancer en tout cas sur ces problématiques. Donc là, on a parlé un peu de l'efficacité énergétique, management de l'énergie. On peut aussi penser au mix énergétique si on veut aller plus loin. C'est-à-dire on veut réduire sa consommation d'énergie fossile, voire la supprimer si c'est possible. On veut identifier des options qu'on veut mettre en place. Par exemple, on a vraiment envie d'étudier la possibilité d'installer une chaufferie biomasse. Mais peut-être qu'avant d'aller à la chaufferie biomasse, il y a d'autres options à voir. Est-ce qu'on a bien réduit les consommations d'énergie au maximum? Est-ce qu'on n'a pas d'autres sources d'énergie qui pourraient être utiles? Donc pour ça, il y a des solutions comme l'étude d'opportunité du mix énergétique. L'idée, c'est d'analyser de façon exhaustive tous les leviers de décarbonation des entreprises, de voir si c'est compatible avec le procédé, de voir combien ça coûte en termes d'investissement, d'exploitation, de maintenance, quels vont être les impacts sur la facture énergétique et aussi quels vont être les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. On va vraiment regarder tout, de l'efficacité énergétique à l'électrification des procédés. On va inclure toutes les façons de produire de la chaleur également. C'est vraiment une étude qui se veut exhaustive, qui permet d'avoir une première vision 360 de ce qu'on peut faire à l'échelle du site et d'avoir une feuille de route. Donc ici, vous avez un exemple de feuille de route. Si vous en avez un autre un peu plus précis, qui permet vraiment d'explorer des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Voilà, ça peut être un site industriel qui utilise de la vapeur et qui se dit est-ce qu'on pourrait construire un scénario où on changerait de vecteur parce que ça nous permettrait d'activer plus de leviers de décarbonation ensuite, puisque à basse température, on peut activer quand même plus de sources d'énergie renouvelable qu'en produisant de la vapeur. Alors pour les entreprises qui ont plusieurs sites, on peut avoir un enjeu de centralisation de ces feuilles de route. Et pour ça, il existe donc un accompagnement qui s'appelle Trajectoire d'investissement bas carbone, qui vise justement à un peu centraliser toutes les actions énergétiques sur l'ensemble des sites de l'entreprise et de pouvoir avoir une vision donc, des coûts d'investissement, de la trajectoire bas carbone qui va être associée, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à différentes trajectoires. Et puis de pouvoir après faire des analyses de sensibilité, avoir un premier outil un peu stratégique financier sur sa décarbonation. Et du coup, on parle de stratégie, c'est la deuxième grande démarche. Donc, on va s'appuyer ici donc, sur des méthodologies qui ont été développées par l'ADEME et le CDP. Donc, le CDP, qui est une ONG qui accompagne les entreprises à publier des données de comptabilité environnementale. On va vraiment s'appuyer sur les méthodologies donc ACT. Donc, pour entrer un peu dans l'historique de ACT, ACT a émergé en 2016 avec les accords de Paris. On a plein d'entreprises qui se sont engagées à être neutres en carbone en 2050. Et l'ADEME s'est posé la question,
est-ce que derrière ces objectifs, il y a un plan d'action qui permet d'atteindre ces objectifs? Est-ce que ces objectifs sont réels et sont atteignables? Et donc elle a mis en place une méthodologie d'évaluation, s'est rendu compte qu'en fait, derrière ces objectifs, il n'y avait pas forcément de stratégie ou de plan d'action, et elle a créé une stratégie pour mettre en place, pour aider les entreprises à monter leur stratégie de décarbonation, pour justement se fixer des objectifs qui sont ambitieux, qui sont atteignables, et aussi un plan d'action qui permette d'atteindre ces objectifs. Alors l'idée de cette offre ACT, ça va être intervenir après un bilan carbone pour la partie construction d'une stratégie de décarbonation, ou alors sur la partie évaluation. Donc ça c'est pour une entreprise par exemple qui a déjà une stratégie, qui voudrait savoir si sa stratégie tient la route, elle va pouvoir faire appel à ACT évaluation. On va couvrir plusieurs secteurs. Donc là, vous avez un peu les exemples de secteurs qui sont aujourd'hui développés. Il y a des secteurs qui sont en cours de développement et des sujets aussi qui sont en cours de développement, par exemple sur la biodiversité. Donc d'autres impacts que la décarbonation, puisqu'il n'y a pas forcément que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais l'industrie a quand même d'autres impacts sur l'environnement qui sont à prendre en compte, hein, l'eau, les matières premières, et j'en passe. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Acte pas à pas, donc pour construire cette stratégie de décarbonation, on va aller interroger toutes les briques d'une entreprise, d'une activité d'entreprise, donc ce qu'elle fait en termes d'investissement matériel, sa recherche et son développement, la performance de ses produits, comment est-ce que le management gère justement les sujets de transition bas carbone, qu'est-ce qui est fait au niveau des fournisseurs, au niveau des clients, au niveau du public également, et est-ce que le modèle d'affaires est approprié pour la transition bas carbone. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche transformative de l'entreprise qui va se dérouler après en 5 étapes. Donc on va passer un peu rapidement, mais une première étape d'état des lieux. On va vraiment mesurer la maturité de l'entreprise à date sur le sujet de la transition bas carbone. On va regarder quelles sont les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. L'idée, c'est de faire progresser l'entreprise à mesure qu'on avance dans l'accompagnement avec cette grille d'évaluation. En deuxième étape, on va regarder les enjeux et les défis auxquels l'entreprise va être confrontée par la transition bas carbone, mais également le changement climatique. Regardez à quel point elle est adaptée aux risques physiques et elle peut anticiper les risques qui sont associés justement aux impacts du changement climatique. Regarder les opportunités aussi qui vont être associées et de pouvoir justement les lister. Ça va être important pour l'étape d'après qui est un peu le cœur de cette méthodologie ACT, qui est celle de la vision. Alors, la vision, ici, vous avez des exemples d'ateliers qui permettent un peu de faire émerger cette vision, de réfléchir un peu sur la base de l'intelligence collective à comment est-ce qu'on crée sa vision pour son entreprise. La vision, c'est vraiment de se projeter en se disant mais à quoi mon entreprise va ressembler dans un monde bas carbone? Est-ce que je vais vendre les mêmes produits? Est-ce que je vais avoir les mêmes marchés? Est-ce que je vais avoir les mêmes fournisseurs? C'est vraiment de poser des questions très, très structurantes pour l'entreprise qui vont permettre ensuite de créer sa stratégie, donc de faire découler les grands piliers stratégiques sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut continuer, et puis de dérouler ensuite un plan d'action par rapport à cette stratégie. Donc on va définir des actions concrètes dans cette méthodologie ACT, et on va lui associer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, un calendrier, un indicateur de suivi, et puis des personnes pilotes qui vont être en charge de la mise en place de l'action. Donc vraiment, le pouvoir transformatif de ACT est assez important. C'est un investissement qui est aussi important. C'est un accompagnement qui dure 12 à 18 mois, qui peut être accompagné par des bureaux d'études qui sont formés à ces méthodologies. Voilà, c'est un outil qui est vraiment très, très important. Les industriels sont très contents de faire ACT, généralement, quand ils font, parce qu'ils sont prêts, en fait. Et ils ont un outil qui leur permet vraiment de démontrer qu'ils sont prêts à atteindre les objectifs qu'ils vont se fixer. Et puis pour les entreprises qui ont déjà une stratégie, on peut avoir ACT évaluation. Donc l'idée, c'est de se donner un score, donc avec 3 notes. Une note de performance où on va regarder si les objectifs sont alignés avec les trajectoires scientifiques, la réduction du réchauffement global à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Regarder aussi si, encore une fois, toutes les briques de l'entreprise sont en cohérence avec cet objectif. Est-ce qu'on va vraiment atteindre son objectif ou non? Un score d'évaluation, on va regarder un petit peu quelle est la cohérence du plan d'action, quel est le niveau de maturité, encore une fois, de l'entreprise, d'appropriation des sujets de la transition bas carbone dans l'entreprise.
Est-ce que les salariés sont formés? Est-ce que les salariés sont sensibilisés? Est-ce que le management a des KPI qui sont liés aux indicateurs carbone et qui sont aussi importants que par exemple que l'excédent brut d'exploitation ou d'autres indicateurs financiers pour l'entreprise? Et puis un score de tendance pour se projeter dans le futur, c'est-à-dire est-ce que si on fait cette évaluation plus tard, est-ce qu'on va avoir une amélioration ou est-ce qu'il faudrait plutôt prendre des mesures correctives? Alors l'application concrète, vous en avez une ici, puisque ACT est partenaire de la World Benchmarking Alliance pour classer des entreprises par rapport, à la transition climatique. Vous avez ici l'exemple de Vicat. Donc les classements sont publics. Donc Vicat, qui dans l'industrie lourde est classé 13e sur 91. Vous avez la note de performance, donc 5,5 sur 20. C'est très difficile d'avoir une bonne note avec l'évaluation, et ils sont 13e, et les évaluateurs ont noté qu'il y avait des objectifs ambitieux, mais qui pouvaient être plus ambitieux, que le modèle d'affaires est toujours basé sur la production de ciment, par exemple, mais vraiment, pour toutes les entreprises, ça va être le cas. Cette évaluation, elle est vraiment très très précise. Un score de narratif en B, et puis une note de tendance qui veut dire que si dans quelques années on refait l'évaluation, on sera à peu près au même niveau. Donc c'est vraiment des applications très concrètes de ce qu'on peut faire avec ACT pour les entreprises. Et puis la dernière, disons, démarche, c'est plutôt sur le financement. Donc je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des enjeux sur le financement de la décarbonation. Hein. Les entreprises peuvent apporter tous les projets de décarbonation sur leurs fonds propres. Il y a des aides, mais ça reste limité aussi pour les entreprises. Donc il existe pour ça des formations. Donc une formation en e-learning sur les fondamentaux du financement de la décarbonation dans l'entreprise, qui dure à peu près 2 heures, qui est gratuit, qui permet de comprendre un peu les bases, qui peut être suivi ensuite d'une formation, cette fois synchrone. On va aller dans le détail des leviers à activer et on va regarder tout ce qui est aide publique, bien sûr, mais on va regarder des leviers de financement plus complexes. Par exemple, faire appel à des ESCO, faire appel à des corporate PPA, des sociétés de projets dédiées, et de voir à quel point est-ce que ça correspond aux enjeux de l'entreprise. Voilà. Et à la suite de cette formation, il existe un accompagnement. Donc cette fois, être accompagné de façon individualisée sur un projet d'efficacité énergétique ou de décarbonation par un bureau d'études référencé. Il y a 5 prestations aujourd'hui qui existent. Donc l'entreprise peut faire appel à ce prestataire pour analyser ou lever des risques, faire une analyse de risque, faire une analyse de rentabilité et donc d'optimisation de la rentabilité du projet, d'identifier des bonnes de financement et le bon plan de financement aussi pour ces projets. Et donc elle peut faire appel justement sur un projet bien précis de décarbonation, d'efficacité énergétique pour accélérer en fait le financement de son projet. Donc toutes ces solutions, elles font partie de Pacte Industrie. Donc je vous les ai remises ici. Elles peuvent être financées. Donc vous avez une idée du reste à charge. Et l'idée, c'est vraiment que les entreprises puissent se saisir de ces dispositifs en fonction de leurs enjeux, de leurs besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un enjeu de monter en compétence sur les sujets de management de l'énergie, avancer sur le sujet, et puis se dire « Ah, il faudrait peut-être qu'on avance aussi sur la stratégie bas carbone », et puis revenir et faire la formation à acte pas à pas, et puis être accompagné sur la mise en place de cette stratégie. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif un peu à la carte, un peu un menu de solutions pour les industriels sur la structuration de leur démarche. J'ai remis les taux d'aide. Si vous êtes intéressé par les slides, n'hésitez pas à me faire signe parce que je peux vous les communiquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis quelques liens qui peuvent être utiles dans la présentation. Puis le contact aussi sur le programme Pacte Industrie. Donc je précise que je suis référent sur ce programme en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'ai des homologues sur les autres régions. Donc si jamais, je pourrais vous donner aussi les contacts de mes homologues. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était peut-être très clair, en tout cas, ou j'ai peut-être assommé, en tout cas, voilà.